Venez à nous et nous vous donnerons des informations que nous vous soumettons bien sûr, car cette émission elle est participative. Vous l'aurez bien compris, nous sommes donc à Matin Bonheur, il est 5h55, le coq il a chanté, il a réveillé toute la maison, ça c'est sûr, parce qu'à son cocorico, on ne peut que se réjouir et voilà, donner toute l'attention nécessaire pour ce programme qui aura beaucoup d'articulations aujourd'hui. En fin d'émission, on parlera de santé, de biologie, bien évidemment, d'analyse médicale, bilan de santé, bilan complet, bilan de sang. On va essayer de traverser tous ces compartiments-là avec un éminent professeur qui nous fait l'insigne honneur de sa présence. Mais avant de le retrouver, on aura plusieurs autres choses à partager avec vous. Et je ne suis pas seule, Marcelin sera bien évidemment. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie. L'année 2019 est en train de finir ses unités. Les unités de 2019 sont en train de finir. À un moment, on n'aura plus de tonalité. On va reprendre la tonalité de l'autre côté, là-bas, en 2020, par la grâce de Dieu. Et puis, justement, pour recharger les accus, pour recharger toutes les unités, on a besoin de santé. Et ça tombe bien. C'est là où Matin Bonheur intervient pour la santé. Aujourd'hui, nous allons parler des analyses médicales, bilan de santé, comment le faire, qu'est-ce qu'on a dans la nomenclature de tous les bilans de santé qui nous sont soumis. Et puis, est-ce que c'est fiable chez nous? Comment ça se passe? On aura un éminent professeur qui viendra nous en parler. Jeudi, vous le savez, c'est santé. Bienvenue, c'est Christelle Akosa qui réalise cette émission avec toute la bande joyeuse, bien sûr, dirigée par Madame Zelika Eoura. L'image du jour, mesdames et messieurs, regardez, regardez, regardez. Ce sont des amis que Alix va recevoir à manger pour le réveillon. Oui, j'adore les enfants. Donc, de toutes les façons, qui viennent avec une tête à moitié rasée ou de naissance comme ça, il n'y a pas de problème. Venez comme vous êtes, on vous accepte comme ça. Alors, ils sont très, très jeunes ou bien? Bon, en tout cas, ça, il faudra qu'on nous explique. Mais en tout ça cas, doit être spécifique à cette région dans laquelle ils vivent. Et on va essayer de retracer. Ou bien, Alix, c'est tout simplement une coiffure délibérément choisie. Ah oui, voilà. Ça se voit dans certains pays. Il faut arborer la coiffure d'un certain dirigeant. Voilà. Donc, c'est un canon de beauté chez eux. Voilà. Mais ils sont beaux, à leur manière. Regardez celui qui est au milieu là-bas. Là. Le gars qui est au milieu là, c'est lui-même qui... Voilà, image pour bien commencer cette journée. Aujourd'hui, c'est le 19 décembre 2019. On est très heureux d'être en votre compagnie. À côté de ce qu'on a égrené comme chapelet d'infos pour cette émission, on aura bien sûr notre spécialiste de la météo, M. Eklou Ferdinand, qui viendra nous parler bien sûr des changements climatiques. L'Harmattan, vous avez déjà ressenti les brumes donc, de l'Harmattan. Voilà, on sera avec vous dans quelques instants. Mais avant, Matin Bonheur commence maintenant. Notre émission qui distribue officiellement les bonnes vibrations commence par le journal. Bonjour à tous, madame, monsieur, c'est à Yamoussoukro qu'a eu lieu le Conseil des ministres de ce mercredi. Le Conseil a décidé du prolongement du boulevard Latry à partir du carrefour Pétro-Ivoire jusqu'au CHU d'Angré en 2 fois 2 voies. Les travaux prendront également en compte le tronçon de route allant du carrefour Angré à la route d'Alépé, le prolongement du boulevard de la 7e tranche et de la 8e tranche jusqu'au boulevard Latry. Le dernier Conseil des ministres de l'année 2019 dans la capitale politique Yamoussoukro a enregistré de nombreuses nominations dans l'armée et dans l'administration territoriale. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé hier à Yamoussoukro à la coupure du ruban symbolique marquant l'ouverture officielle des bureaux du Sénat. Suivez. En face de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro se dresse désormais le siège du Sénat. Un bâtiment réalisé en 4 mois de travaux sur 8000 m² de superficie. Inauguré ce mercredi par le président de la République Alassane Ouattara, le siège du Sénat comprend 55 bureaux, dont ceux du président de l'institution, des 6 vice-présidents et des membres du cabinet. Ce bâtiment majestueux fait la fierté du Sénat, car il contribue au rayonnement de notre institution et permet aux sénateurs de travailler désormais dans d'excellentes conditions. Avec ce bel édifice érigé en face de la basilique Notre-Dame de la Paix, nous sommes désormais définitivement installés à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, ville de paix, pour y construire un Sénat acteur de paix et de développement inclusif. Je voudrais, investi de votre confiance, prendre à nouveau l'engagement d'œuvrer sans relâche à vos côtés, Monsieur le Président, et avec tous les sénateurs, pour que notre jeune démocratie puisse s'affirmer à travers cette institution qu'est le Sénat. Après une visite des locaux du siège du Sénat,
Le chef de l'État se réjouit de voir sa volonté de transférer progressivement la capitale à Yamoussoukro se concrétiser. D'abord un sentiment de joie, mais de fierté que nous ayons pu transférer le Sénat dans un ensemble aussi beau. Et je pense que nous allons essayer d'acquérir tous les terrains autour pour doubler ou tripler la superficie, pour pouvoir faire d'autres constructions qui permettraient au Sénat d'avoir toute son ampleur et aussi faire en sorte que, étant juste en face de la basilique, quelquefois certains événements peuvent avoir lieu ici. Et je voudrais profiter pour féliciter le président du Sénat. Je sais qu'il a suivi les travaux de très près. Nous sommes très heureux, mais surtout très fiers. Voilà, le Sénat a été transféré, la médiature aussi, et on y va petit à petit, et on continuera. Créé par la Constitution du 8 novembre 2016, le Sénat a été officiellement installé en avril 2018. Les travaux en plénière et en commission de l'institution vont toujours se tenir dans l'enceinte de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Le Père Noël est descendu hier à la présidence de la République à Abidjan Plateau pour le bonheur de 3000 enfants. Ils ont répondu à l'invitation de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cette fête aux tout petits, devenue une tradition depuis 2011, a permis à chaque enfant de rentrer avec un cadeau. C'est la première étape d'un arbre de Noël éclaté qui touchera cette fin d'année 11 000 enfants à travers le pays. On écoute la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Noël est le moment de l'année que j'affectionne le plus, car il est symbole de partage, de joie, surtout pour les enfants. C'est pourquoi, avec ma fondation Children of Africa, j'ai décidé depuis plus de 20 ans d'offrir des arbres de Noël à des milliers d'enfants défavorisés chaque année. C'est un moment magique, au cours duquel toutes les barrières sociales disparaissent pour faire place à l'affection et au partage. Mes chers enfants, je souhaite que vous profitiez de cette belle journée à la découverte des nouvelles attractions que nous vous avons préparées et que vous rentriez chez vous la tête pleine de beaux souvenirs et le cœur riche de nouvelles amitiés. Toute entreprise exerçant sur le territoire national doit être identifiée. L'opération d'identification version électronique qui a été lancée en 2018 se poursuit. Un délai de 12 mois a été accordé aux entreprises créées avant le 4 octobre 2019. Les détails de Francis Boifo. L'identifiant unique d'immatriculation concerne les entreprises créées en Côte d'Ivoire avant le 4 octobre 2019, date de la mise en vigueur de cette mesure gouvernementale. Le parcours de créature d'entreprise, c'est quoi? C'est d'aller au registre du commerce, avoir un registre de commerce, d'aller à CNPS, avoir un numéro de compte CNPS, d'aller aux impôts, d'avoir un compte contribuable. Quand il veut même faire des exportations, il avoir un compte importateur qui est renouvelé chaque année. Ça fait 4 démarches. Nous simplifions la situation en disant que lorsque vous vous immatriculez, vous n'avez qu'un seul numéro. Vous savez, c'est ce numéro que vous êtes en interaction avec toutes les administrations. Un an après le lancement de l'opération, 19 776 certificats d'identifiants uniques d'immatriculation ont été délivrés aux nouvelles entreprises et 857 certificats à des entreprises immatriculées antérieurement. Nous allons demander une prorogation de cet arrêté de sorte que les entreprises aient jusqu'en fin d'année 2020 pour pouvoir s'immatriculer. Il n'y a pas d'argent à payer, sauf bien sûr une entreprise qui a un registre de commerce et qui n'a pas fait toutes les autres formalités. Effectivement, on va lui demander de compléter cette formalité, en ce moment il payera. Pour ce faire, enregistrer, les entreprises devront présenter le registre de commerce, la déclaration fiscale d'existence, la fiche CNPS ainsi que les autres documents permettant d'identifier la structure selon sa taille. On conclut avec du football. L'Union sportive des clubs de Bassam a remporté hier la 7e édition de la Coupe de la Ligue de football en Côte d'Ivoire en battant l'ASEC Mimosa 1-0 à l'issue de la finale disputée au Parc des Sports de Treichville. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Diarra Soubanabil à la 32e contre le cours du jeu. Point final, on se retrouve tout à l'heure pour développer l'actualité africaine. C'est à 6h30. Merci à vous, Régis Kofi. Alors, finalement, ASEC, ça devient quoi?
Franchement. La descendada. Alix va retourner le couteau dans la plaine. Mais non, moi je vous ai dit, je suis pour le vainqueur. Ils auraient gagné que je serais avec eux. Voilà. 1-0, 1-0, c'est une perte. Vous savez, la SEC en mode diesel, à l'image de la rédactrice en chef qui est en jaune et noir aujourd'hui. Je pense que la SEC va revenir petit à petit. Mais elle est férue déjà de l'Africa. Je sais qu'elle est supportrice. Et elle est en jaune et noir. Elle est en jaune et noir aujourd'hui. Mesdames et messieurs de l'Africa, trahison de Zélie Kaïoura parce que finalement, c'est la SEC qui a choisi. Elle est oyée jusqu'au bout. Elle est oyée sec. Voilà. Oyée sec. Allez, la suite en sport, justement. Ben oui, on maintient cette joie du sport en vous incitant avec notre coach cool à effectuer ces exercices qui viennent maintenant. Lui spot la sec. Coucou championne, coucou champion. On y va. Garde ton dos toujours bien droit. On y va, les 3 derniers.
Oui, le sport de qualité, à l'instar de toute cette émission qui distribue officiellement les bonnes vibrations et la bonne humeur dans toutes ces entités, sport, santé, information et puis petit déjeuner. Ça tombe bien. Histoire du petit déj aujourd'hui nous envoie du côté de l'Afrique du Sud. Au pays de Mandela, nous allons déguster le Madouinka ou le Vetkoek. C'est parti. Alors, belle appellation, mais qu'est-ce que c'est réellement ce plat? Avec la complicité de Christelle Akoussa, on va découvrir ensemble. C'est un sandwich, voilà, fait à base de pain. Comme vous constatez ici, avec de la crème accompagnée de saucisses, des œufs et des haricots cuits, de la viande de bœuf hachée. Voilà, en tout cas, c'est bien consistant. Et pour nous, les carnivores, ça passe. C'est très nourrissant, Alix. Et en plus, c'est bon pour les enfants. Dans les écoles, c'est un petit déjeuner qui a un grand succès dans toutes les écoles d'Afrique du Sud, notamment du côté de Soweto, de Johannesburg également. Très apprécié. Et en plus, il n'y a pas de problème racial avec ce plat. Il est autant consommé chez les Afrikaners que chez les Zoulous. Eh bien voilà, et ça fait plaisir pour cette nation arc-en-ciel. Et on revient donc après ce plat vous proposer, on espère que ça vous inspire. Vous pouvez aussi des fois modifier avec les ingrédients qu'on vous donne, essayer de transformer à votre manière et tout simplement pour vous faire plaisir et faire plaisir à la famille. La suite, c'est bien sûr un autre départ, celui-là qui nous mènera du côté du Nigeria. Aujourd'hui, nous avons une lucarne offerte à on va dire, l'espace vert. Au changement climatique. Et aujourd'hui, au Nigeria, le changement climatique frappe de plein fouet les éleveurs. Regardez. Après avoir transhumé des centaines de kilomètres à travers la brousse aride, ce troupeau de bœufs va enfin pouvoir s'abreuver. Le voyage a duré des semaines. Il a été long et éprouvant. Chaque année, c'est pourtant la même expédition. Au mois de juillet, Ibrahim et sa famille quittent les terres du Nigeria où ils ont passé la saison sèche pour rejoindre les prairies humides du Niger. Cette période de soudure est extrêmement délicate. Les bêtes sont maigres, elles peuvent mourir de faim et de soif si les pluies ne tombent pas à temps. Pendant la saison sèche, nous avons toujours eu un problème d'eau. Il a plu un peu plus tôt cette année, donc les mares et les points d'eau étaient remplis, mais la sécheresse est revenue. Les points d'eau se sont taris et on a dû se rabattre sur ce puits pour abreuver les bêtes. Nomades à la recherche des pâturages les plus verts pour nourrir leur bétail, les Peuls sillonnent l'Afrique de l'Ouest toute l'année. Ibrahim et son clan sont des Peuls Wodabe. Ils se déplacent en caravane et établissent des campements à chaque étape. Un mode de vie ancestral, mais aujourd'hui profondément bouleversé par les sécheresses successives qui frappent le Sahel. L'âne, la chèvre et la vache sont au centre de la vie pastorale des Peuls. L'animal est la fierté d'un Peul. Sans lui, le berger n'est plus rien. Toutes nos vies sont liées à l'élevage. Nous avons tout grâce à l'élevage et nous prenons tout de l'élevage des animaux. Tout ce que l'on fait dépend d'eux. Ils sont indispensables pour nous. Rouada est le chef du camp. Il a perdu la moitié de ses vaches en 10 ans. Il se demande combien de temps ses enfants pourront encore vivre grâce au troupeau. Je pense que l'on ne peut plus compter sur l'élevage. Avec le changement climatique, les choses deviennent plus compliquées pour nous. Alors que penser des générations qui viendront après? Au Niger, l'équivalent de plus de 110 000 terrains de foot de terre disparaissent chaque année à cause de la désertification et de l'érosion des sols. Comme Barka, des milliers d'éleveurs ont tout perdu. Les sécheresses de plus en plus longues et la hausse du prix des céréales ont achevé son troupeau. Avec sa femme et ses 5 enfants, il est parti tenter sa chance en ville. Il garde désormais la maison d'un notable à Maradi, la 2e ville du Niger. Il gagne à peine 30 € par mois. Nous rencontrons de nombreux problèmes en ville car on n'arrive pas toujours à manger, contrairement à la vie en brousse quand on a des animaux. En ville, le salaire est tellement bas qu'il ne peut même pas subvenir à nos besoins.
Face à l'exode massif de milliers de peuls désœuvrés vers les villes, le principal syndicat des éleveurs du Niger a lancé différents programmes. À Bermo, où les sécheresses ont été sévères ces dernières années, cette laiterie a permis à 300 femmes de rester proches de leur famille. Adiza fabrique du fromage et du yaourt qu'elle vend ensuite au marché. Avant, je ne partais pas en exode, je payais la scolarité de mes enfants avec la vente de mes animaux. Mais quand je n'ai plus eu d'animaux, je suis partie en exode pour pouvoir aider ma famille. Après plusieurs essais, j'ai constaté que cela ne marchait pas. Je ne gagnais pas assez d'argent. C'est pourquoi j'ai accepté ce travail ici. Malgré les difficultés qui s'accumulent, de nombreux peuls refusent d'abandonner l'élevage. Pour venir en aide à ceux qui continuent les transhumances, la radio communautaire Maraba diffuse des bulletins quotidiens pour les informer sur la sécurité des sentiers, la météo et la disponibilité des zones de pâturage. Diffusée en plusieurs langues, la radio revendique 200 000 auditeurs dans ce pays où 85% des habitants pratiquent l'élevage. Ces informations sont très utiles pour nous. Elles nous orientent dans la mobilité pour savoir à quel endroit le pâturage et l'eau sont disponibles. Aussi, la radio nous rassure afin d'éviter certains obstacles. À la fin de la saison des pluies, lorsque les animaux ont mangé à leur faim, les Peuls Wodabé célèbrent le Guéréwol, la cure salée. C'est le moment le plus important de l'année. Les bêtes sont repues et les hommes peuvent enfin respirer. De tout le Sahel, les familles se retrouvent pour renouer les liens d'amitié et l'amour. Les hommes s'apprêtent et se maquillent. À la nuit tombée, ils dansent pour séduire leurs femmes. Une fête pour trouver du courage avant de reprendre la route et de braver les dangers. Bientôt, l'herbe disparaîtra et les mares s'assécheront. Il leur faudra marcher toujours plus loin à la recherche de nouveaux pâturages. Touchante histoire, mesdames et messieurs, de ces Peuls du Niger. C'était bien au Niger, les éleveurs frappés par le changement climatique qui souffrent des affres de ce changement-là, on le constate. Mais ce qu'on retient également, c'est cette bonhomie, cette bonne humeur-là face à ce danger. On sent une certaine sérénité. Sérénité également que nous espérons avec la revue de presse maintenant qui va partir avec notre très cher Renaud Kobia-Nguessan. Et voilà, sans transition aucune, on démarre cette revue de presse avec vous et on parle de nouvelles nominations dues bien sûr au Conseil des ministres qui s'est tenu hier avec le quotidien Matin, on en parle. Bonjour Alix, bonjour Marco et bonjour à tous les téléspectateurs. Effectivement, le confrère révèle pourquoi Ouattara a tout changé hier. Il livre la liste complète des nominations dans l'armée, nominations qui ont été entérinées hier au cours du Conseil des ministres de mercredi qui s'est tenu dans la ville de Yamoussoukro où siège tout le gouvernement depuis hier, bien évidemment. L'expression fait des révélations sur le tête-à-tête de Bruxelles le 29 juillet dernier. Oui, les graves confidences de Gbagbo sur Soro à Bédié, c'est ce que Barassa Une, le confrère qui revient sur les coulisses de la rencontre entre les deux leaders politiques le 29 juillet dernier et plus de détails dans l'expression de ce jour. Et on va suivre votre logique avec cet entretien ou du moins le président Henri Konan Bédié qui parle au président français. C'est ce que le nouveau réveil Barassa Une avant l'arrivée du président français demain à Abidjan. Bédié parle à Macron par le biais d'une lettre, il ne lui parle pas directement et donc le confrère révèle le contenu de la lettre et souligne que le président du PDCI RDA a offert et inauguré les locaux de PDCI TV. À la une de l'Inter de ce jour, normalement, le retour de l'ex-président, du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, le confrère révèle que le retour de Soro à Abidjan prévu pour le dimanche 22 décembre est verrouillé. À ce sujet, le quotidien qui va au-delà de l'info annonce qu'une décision de Ouattara est attendue et souligne qu'un avertissement est lancé à Gbagbo. Et on reste toujours avec le journal L'Inter qui s'intéresse maintenant au meeting de l'opposition prévu pour ce week-end. Après l'interdiction de manifester à Yopougon où devaient initialement se tenir leur meeting, le PDCI et le camp Gbagbo se déportent à Port-Boué. C'est ce que lance en manchette le confrère. Et à ce sujet, Maurice Kakou-Gikaoué, que cite le confrère, a déclaré « Nous ne tomberons pas dans le piège ». En sport, football, bien sûr, l'USC Bassam remporte la Coupe de la Ligue.
Oui, l'Union sportive des clubs de Bassam a remporté hier au Parc des Sports de Vélodrome de Trècheville la 7e édition de la Coupe de la Ligue en battant l'ASEC Mimosa sur le score de 1-0. Et cette autre déconvenue des Journées Noires, selon Abidjan.net, vient compliquer plutôt leur situation après les défaites déjà enregistrées face à l'Azid à Bengrou et surtout face à l'historique rival qu'est l'Africa Sport d'Abidjan le week-end dernier. Et on reste avec l'expression qui revient sur cette belle soirée de distinction qui a vu plusieurs agents de la Maison Bleue distingués, bien sûr. Oui, et c'est avec cette information qu'on va refermer la revue de presse de ce jour. La première édition de cette cérémonie de distinction s'est tenue ce mardi à Abidjan en présence du ministre de la Communication et des Médias, M. Sidi Touré. Et parmi les 95 élus, j'y suis arrivé, on compte de nombreux agents de la RTI, au nombre desquels M. Brouaka Pascal, président du conseil d'administration de la maison, et Mme Abiba Dambélé, qu'on voit ici en illustration, si on a l'image, avec monsieur le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé. Et parmi les agents de la RTI qui ont été aussi primés, on peut citer Mesdames Sali Silué Konaté et Mariam Koulibaly, respectivement, directrice de Radio Côte d'Ivoire et de Fréquence 2. Merci infiniment Renaud, on vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Toutes nos excuses pour parfois ces petits couacs inhérents et indépendants de notre volonté. Nous nous ferons fort de nous améliorer la prochaine fois afin de soutenir et surtout d'être en phase avec ces personnes qui attendent l'information du matin. Merci d'être en notre compagnie. Nous allons poursuivre dans quelques instants. On sera avec Régis pour un deuxième pan de l'info. Mais on a juste le temps, sans jingle, on va aller directement pour avoir plus de temps, discuter avec M. Eklou Ferdinand, notre météorologiste en chef donc, de Matin Bonheur, avec qui nous parlons du changement climatique. Où en est-on? Bonjour Monsieur Eklou. Bonsoir Madame. Alors la question est posée, le changement climatique, où en est-on aujourd'hui? Oui, le changement climatique est quelque chose d'actualité puisque nous avons eu récemment la COP25 où de grandes décisions ont été prises. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le comportement de l'homme y va pour beaucoup au niveau du changement climatique. C'est pour cela que la communauté internationale appelle les différentes populations à vraiment réduire les gaz à effet de serre, les différents pays à pouvoir respecter certains accords internationaux pour éviter de mettre notre atmosphère en danger pour nous-mêmes et aussi les générations futures. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire au niveau du changement climatique. Alors, on constate qu'il y a du changement climatique, on l'a bien vu ici avec le reportage du Niger. Alors, pourquoi les pluies ne s'arrêtent pas actuellement pour revenir à notre atmosphère? Les pluies ne s'arrêtent pas actuellement parce que nous avons encore cet apport d'air humide sur les régions ouest africaines. Quand vous prenez notre atmosphère, cette atmosphère est gérée par ce qu'on appelle des anticyclones. Comme vous pouvez le voir sur cette image, vous avez un déplacement d'air, c'est-à-dire de l'océan vers le continent. Donc l'apport de l'air humide sur le continent va provoquer des développements nuageux, c'est-à-dire des nuages qu'on va appeler des cumulus et qui vont des fois évoluer jusqu'à nous donner des orages. Et quand nous aurons ces orages, et bien évidemment, on aura encore des précipitations qui vont suivre. Donc c'est ce phénomène qui est encore actif sur la Côte d'Ivoire qui fait qu'en ce moment, nous avons des précipitations. Alors, M. Eklou, la question à 5 millions d'euros. Est-ce qu'on va fêter à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec la pluie, le fait de fin d'année? Si vous remarquez, actuellement, vous sentez que nous avons une baisse de la pluviométrie. C'est-à-dire les intervalles entre les deux pluies sont vraiment réduits. C'est-à-dire on passe maintenant... Il y avait une période où on était à 1 jour de pluie et on va maintenant vers 2 ou 3 jours sans pluie. Comme vous pouvez le voir là, c'est-à-dire notre atmosphère sera gérée par ces anticyclones-là. Donc ces anticyclones vont, dans la circulation des vents, apporter de l'humidité sur le continent. Quand on regarde, ce conflit permanent entre ces deux anticyclones est en train de nous montrer que les vents d'harmattan sont en train de descendre sur la Côte d'Ivoire. Donc, le constat va se faire dans les jours à venir. La population va constater que l'harmattan, qui est déjà au nord de la Côte d'Ivoire, descendra vers le centre du pays, ensuite vers les régions du sud forestier et atteindra le littoral ivoirien. Mais ce qu'on peut dire au niveau du littoral ivoirien, c'est que le temps n'est pas généralement sec.
parce qu'il y a ce conflit-là entre les vents qui nous viennent de la mer et ceux du continent. Ce qui fait que vous pouvez être en période d'harmattan au niveau d'Abidjan et un jour, vous constatez qu'il y a une précipitation. Donc, il n'y a pas cette rupture nette entre je dirais, la saison des pluies et la période d'harmattan. Mais vous allez remarquer que pendant cette période d'harmattan, on va recevoir beaucoup de poussière. C'est ce qui va caractériser même l'harmattan. Parce que ça sera des vents désertiques chargés de fines particules de poussière. C'est ce qui vous donne un ciel un peu orangé quand vous regardez l'atmosphère. C'est lié à ces nombreuses microparticules de poussière dans notre atmosphère. Et cela provoque aussi des réductions de visibilité. Mais c'est différent des réductions de visibilité qui sont provoquées actuellement par le brouillard. Voilà. Donc, le plus souvent, on n'arrive pas à bien faire la différence entre l'harmattan, bon, quand on va dire ici brume sèche, et la période humide qu'on va appeler ici le brouillard. C'est-à-dire le brouillard et la brume sèche auront à peu près les mêmes caractéristiques. Tout à parce fait. qu'ils vont réduire la visibilité. On pourra en redire, hein, mais là, on a des impératifs. Calix va nous aider. Bien sûr, voilà, on part maintenant pour notre bloc, le deuxième avec la publicité. C'est très important et Régis Kofi revient. Bonjour 2020. Bonjour 2020 Abidjan, 2 dates. Bonjour 2020 Abidjan, 2 spectacles. Bonjour 2020 Abidjan, un lieu. Palais de la Culture de Treichville, salle à Noumambo. Bonjour le Classico Aller, vendredi 27 décembre. Bonjour le Classico Retour, samedi 28 décembre. Bonjour depuis 13 ans. Bonjour, un concept RTI. Mesdames et messieurs, bonjour. Des réductions de visibilité seront observées des régions partant du rivage océanique à la bande centrale du pays. Ces phénomènes se dissiperont au fur et à mesure que le soleil pointera dans le ciel et les nuages domineront dans le ciel. Néanmoins, il faudra craindre les remontées des masses d'air océanique sur le continent qui pourront laisser des précipitations par endroits. Au nord, ce sera simplement les vents d'harmattan. Pour les températures de la matinée, 24 degrés à Abidjan, 23 à Diaké, 24 à Bondoukou-Bouaké, 23 degrés à Lellois, 24 degrés à Dimbokro, 23 à Gagnois, 22 degrés à Korogo, 21 degrés à Mont, 20 degrés à Odiné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra et 23 degrés à Tabou et Yamoussoukro. L'après-midi sera fortement ensoleillé dans le nord du pays avec des vents secs. Les régions de la bande centrale à celle du rivage océanique seront sous un ciel nuageux et les orages seront de moins en moins nombreux suite à la présence de l'air sec en altitude. Pour les variables de l'après-midi, 31 degrés à Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 34 à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké et Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 32 à Gagnois, 35 à Korogo, 32 degrés à Mont, 35 à Odiné, 31 à San Pedro, pareil pour Sassandra, 30 degrés à Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité à ce point météorologique et très belle journée à toutes et à tous. Everywhere you go.
Le tout d'horizon de l'actualité africaine. Bienvenue, bonjour à tous. Au moins 14 personnes ont été tuées mardi dans l'ouest du Tchad par des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram qui ont attaqué un village de pêcheurs au bord du lac Tchad. Après 40 ans de brouille au sujet du Sahara occidental, les relations entre l'Algérie et le Maroc pourraient connaître un réchauffement. Dimanche dernier, le souverain marocain, saisissant l'occasion de l'élection présidentielle algérienne, a adressé un message de félicitations au nouveau président Tebboune et il a appelé à renouer le dialogue ainsi qu'à ouvrir une nouvelle page basée sur une confiance mutuelle et un dialogue constructif. À Kigali, au Rwanda, des habitants de structures informelles sont forcés de détruire leurs maisons et de déménager, et ce, dans plusieurs quartiers. Depuis quelques jours maintenant, les autorités ont ordonné l'évacuation de certaines zones de la capitale présentant des risques d'inondation ou de glissement de terrain. On sera au Sénégal. Quelles sont les forces et faiblesses du plan national d'intervention d'urgence en mer? Le dispositif est en cours d'évaluation avec l'exercice Samarex 2019. Les simulations portent entre autres sur la lutte anti-drogue, la lutte contre la pollution et le secours de masse en mer. Regardez. L'exercice Samarex 2019 est lancé. 45 structures publiques et privées sont impliquées, 260 personnes engagées. Objectif, tester les capacités de gestion des crises en mer. Aujourd'hui, il y a énormément d'enjeux liés à la sécurité maritime, compte tenu de toutes les activités qu'on aura dans un futur proche au Sénégal. Et ces activités-là sont porteurs certainement de prospérité, mais également il y a des menaces et des risques qui se profilent. Il faut donc que l'État se prépare en conséquence pour pouvoir faire face à une éventuelle crise en mer. L'État du Sénégal s'est résolument engagé dans un processus de renforcement et de mise en cohérence de sa politique et de ses stratégies de sécurité en mer. Cela se traduit notamment par l'adaptation des cadres juridiques, institutionnels et opérationnels, mais également par l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de sécurité et de sûreté maritime, et ce, en adéquation avec nos engagements internationaux. Samarex 2019 comporte 3 scénarios correspondant aux 3 axes du plan national d'intervention d'urgence en mer, le sauvetage en mer, la lutte contre la pollution marine et la sûreté maritime. 3 scénarios à dérouler en 3 jours. Aujourd'hui, nous allons faire travailler les forces de l'ordre dans un cas concret de coopération de lutte anti-drogue. Demain, nous allons vraiment, pendant toute la journée, travailler sur la lutte anti-pollution, parce que ça, c'est un risque majeur. Et nous allons éprouver tous les structures de l'État, les moyens dont dispose l'État, et pouvoir identifier qu'est-ce qu'il faut faire comme travail pour les années à venir dans le domaine de la lutte anti-pollution. Et jeudi, nous allons terminer, donc au 3e jour, nous allons terminer sur un cas de secours de masse en mer. L'exercice Samarex 2019 permet aux parties prenantes d'apporter une réponse appropriée à la gestion des incidents en mer. Le dispositif existant sera évalué, les acquis consolidés et les faiblesses identifiées. Cela fait plusieurs années qu'ils n'ont pas vu une seule goutte d'eau quitter le ciel pour la terre dans la province du Cap oriental, dans le sud-est de l'Afrique du Sud. On ne sait même plus à quand remontent les dernières vraies pluies, 5 ou 6 ans selon les témoignages. Cette région n'est pas la seule touchée. L'Afrique australe tout entière, où la température augmente 2 fois plus vite que sur le reste du globe, connaît sa pire sécheresse depuis 35 ans selon l'ONU. L'actualité sera du retour à 7 h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci infiniment à vous, très cher Régis. On est de tout cœur avec les gens d'Adélaïde, en Afrique du Sud. C'est un phénomène qui touche de plus en plus. Parce qu'il y a des gens qui disent que le changement climatique, c'est une vue de l'esprit. Voici un exemple patent proposé par notre rédaction au niveau de Matin Bonheur. Matin Bonheur qui se poursuit avec un autre pan de l'information aussi, cette fois pour notre bien-être, très très savoureux. Le miel avec Madame Cassie Clémentine qui est avec nous, passionnée donc de tout ce qui concourt au bien-être. On la reçoit juste après ceci. Eh oui, elle est avec nous pour nous parler de ce nectar savoureux qu'est le miel, pour nous parler bien sûr évidemment aussi de ses bienfaits. Plus précisément, bonjour Madame Cassie. Bonjour Madame. Alors on ira à la genèse du miel et savoir quelle est l'origine. L'origine du miel, c'est depuis les temps anciens, depuis l'Antiquité.
2500 ans avant Jésus-Christ, il y a les Égyptiens qui ont découvert les propriétés du miel et ils en ont fait une activité. C'est à partir de cet instant qu'a été créée l'apiculture, l'élevage des abeilles. Et longtemps après, les Grecs aussi ont découvert qu'il y avait beaucoup de propriétés dans le miel. Ils en ont créé une alcool qu'on appelle l'hydromel. Et c'est cet alcool qu'il faut boire bien avant ces derniers jours d'ailleurs, pour dire qu'on prend un bon départ. Okay. Ça nous emmène, madame, dans les vertus nutritives du miel, parce que je sens que vous allez répondre à la question qui suit, justement. Quelles sont les vertus nutritives du miel? En d'autres termes, qu'est-ce que le miel nous fait de bien dans l'organisme? Le miel, de la tête jusqu'aux pieds, nous apporte des choses agréables. En consommant le miel, on est boosté en termes d'énergie. Et le miel aussi, il est réparateur. Parce que dans le miel, nous trouvons des produits qui sont antioxydants, anti-inflammatoires et comment on appelle ça, antibactériens. Donc, quand vous consommez le miel, vous n'avez plus de problèmes de santé, notamment pour des gens qui ont des problèmes de, comment on appelle ça, de constipation. Tous les jours que Dieu fait, vous devez consommer le miel. Au petit déjeuner, au plat de midi, même au dîner, vous devez consommer le miel. Apport en sucre. Et ça vous apporte beaucoup d'énergie, ça vous apporte aussi la santé. Donc tout ce que vous allez consommer, comme des biscuits, tout ce que vous allez consommer comme des mets qui ont besoin de sucre, à la place de ce sucre, vous mettez plutôt le miel, qui est un sucre naturel, qui n'est pas destructif, mais qui apporte plutôt de la santé à l'être humain. À ce niveau-là, il y a plusieurs écoles qui pourraient s'opposer. On va recevoir Dr Ombo sûrement la semaine prochaine, qui nous donnera aussi son avis sur la question. Parlons du miel, restons avec le miel. Et quelles sont ses vertus thérapeutiques? En termes de vertus thérapeutiques, c'est innombrable. Déjà, un enfant de 1 an, quand vous lui donnez le miel, jusqu'à un certain âge, il a la mémoire qui est conservée. Pour des personnes d'un certain âge et même qui ont des soucis de problèmes, qui ont des problèmes sexuels, ils consomment le miel, c'est sûr que ça va leur réveiller tous les sens. Ah oui, hein? Attendez, là, on vous arrête tout de suite parce que vous savez, ce sont des thèmes, surtout qui? Non, surtout, voilà, ce sont des thèmes qui intéressent. Donc, reprenez la phrase. Vous dites que le miel, ça peut réconcilier les couples en période de fraîcheur. Voilà, ça peut réconcilier. Bon, d'abord, si vous le prenez comme un lubrifiant, rien qu'en frottant le miel, puisque sur le corps, oui. Pas seulement sur le corps, sur les parties intimes, ça va vous réchauffer, ça va vous réchauffer et ça va faire apparaître une sorte de ventouse qui sort la chaleur. Le miel, mesdames et messieurs, c'est très important. Comme vous le dites, ça a beaucoup de vertus. Alors, donc ça veut dire que pour les personnes âgées, pour toutes les personnes, ça donne des vitamines. Oui. C'est mieux de dire ça comme ça. Oui, oui, ça donne des vitamines. Voilà, et ça donne des vitamines qui protègent aussi le corps, qui font que bon, certaines maladies n'apparaissent plus. Lesquelles? Des problèmes d'articulation. Vous n'aurez plus de problèmes d'articulation. Le miel comporte du fer, ce qui fait que ça lutte contre l'anémie. Le miel vous permet de garder la mémoire. Le miel vous permet d'avoir facilement à uriner quand vous le voulez, mais pas à attirer d'autres maladies, quoi. Mais il y a des personnes qui en sont. C'est bon pour les reins. Voilà, c'est bon pour les reins. Ça draine, ça participe au drainage. Oui, voilà. Alors, quel genre de miel? Quel genre de miel parce que est-ce qu'il y a plusieurs qualités? Est-ce qu'il y a une stratification au niveau du goût, au niveau de la provenance? Voilà, au niveau même de l'état du miel, c'est-à-dire on peut avoir du miel solide, qu'on appelle du miel cristallisé. C'est du miel qui vient des nectars des arbres sauvages, des fleurs sauvages. Maintenant, on a du miel aussi liquide qui vient des arbres, voilà, que nous plantons. Et donc, on a ces deux types de miel. Ça n'a rien à voir avec le côté qualité ou pas. On a aussi plusieurs textures de miel qui est due à la couleur des fleurs et des nectars que les abeilles vont polliniser. Et le miel de certaines fleurs, de certains parfums, autant nous retrouvons des vertus thérapeutiques dans les nectars, dans les arbres, dans les fleurs, c'est ainsi que les abeilles vont recueillir tout ce qui est riche dans les arbres pour venir constituer le miel. Donc, le miel répond à toutes nos attentes.
En tout cas, le miel est un aliment franchement très important. Et justement, parlons de sa conservation. On entend dire que le miel, il ne pourrit pas, il reste éternellement consommable. Est-ce que c'est vrai? Il peut être altéré? Le miel peut être altéré. Si vous gardez le miel dans un endroit trop humide, voilà, l'humidité peut altérer la qualité du miel. Si vous ne fermez pas hermétiquement le miel qui est déjà dans un récipient que vous avez ouvert, c'est sûr que le miel peut s'altérer. Donc, le miel doit être dans un endroit très sec. Le miel doit être consommé de sorte qu'on apporte des éléments additifs qui sont très bons aussi pour l'organisme. Notamment quand vous avez un problème de toux, vous ajoutez soit du citron. Quand vous avez d'autres problèmes, vous ajoutez des éléments additifs. Donc, le miel peut s'altérer si vous ne le conservez pas bien. Et le miel ne doit pas être dans un récipient, par exemple, plastique. Il doit être dans un récipient en verre. Et du verre vraiment très épais. On trouve certaines huiles d'ailleurs dans des supermarchés où il faut conserver le miel. Mais quand vous mettez le miel dans le plastique, c'est sûr qu'avec l'effet de chaleur, les rayons de soleil, tout ce qui a servi même à fabriquer le miel, le plastique va se retrouver dans le miel. Okay. Voilà. Alors, madame, la question que j'aimerais vous poser maintenant est relative à la beauté. Miel et beauté, depuis la nuit des temps, ça fait partie du quotidien. Le miel qui permet des masques du visage, pour le corps, on en parle? Voilà. Tout. Le miel est un antioxydant, comme je vous disais tantôt. Quand vous mettez le miel sur la peau, ça aspire tout ce qu'il y a comme déchets. Je peux même vous conseiller chaque fois, le soir, quand vous arrivez à la maison, de mettre du miel dans un seau, de mettre de l'eau tiède et puis de poser vos pieds dedans. Vous allez voir que plus tard, quand vous allez retirer le pied, le miel sera trouble, c'est-à-dire s'enlever tout ce qu'il y a comme déchets dans votre corps. Donc, on conseille aux gens, par exemple, de faire un masque avec du miel. Et quand vous enlevez le masque, c'est sûr que vous avez enlevé des impuretés du corps. Même quand vous êtes dans un fin fond de forêt et que vous n'avez pas de médicaments parce que votre enfant a la fièvre, vous imbibez tout son corps de miel et 10 minutes après, vous allez voir que la fièvre a baissé et le miel va sortir sous forme de plaque. C'est-à-dire que ça a aspiré tout ce qui était chaleur, tout ce qui était nocif à l'organe humain. La preuve, quand vous avez des brûlures, quand vous avez des plaies, il faut mettre le miel là-dessus parce que c'est un très bon antiseptique et ça soigne les plaies, que ce soit externe ou interne. C'est très bon pour des brûlures d'estomac, c'est très bon pour des gens, par exemple, qui sont ballonnés et qui n'arrivent pas à digérer ou bien aller à la selle, tout ce qu'ils consomment. La personne boit le miel et la personne va déféquer. D'accord. Alors, parlons des vertus du miel côté esthétique pour en rester là. Vous avez d'autres astuces ou d'autres solutions de jouvence pour les femmes avec le miel, bien sûr? Voilà, je parlais du fait qu'on peut lubrifier par rapport au rapport sexuel avec le miel. Mais il y a aussi que le miel peut permettre à la femme d'avoir les lèvres très souples. On met le miel sur la bouche. De toutes les lèvres? Oui, oui, toutes les lèvres. Toutes les lèvres, oui. Voilà, on peut mettre le miel sur toutes les lèvres pour que ce soit souple. On peut mettre le miel spirituellement, je ne sais pas comment l'expliquer. On met le miel dans un vase, on dépose sous le lit et ça active le désir sexuel. Ah bon? Oui. Donc, quand on met le miel... Attendez. Il y a décembre va finir. Oui. Bon, il y a des gens qui veulent pimenter leur vie, c'est normal. Hein? Donc, on dépose le miel, quelle quantité? Comme ce qui est sur la table là? Comme ce qui est sur la table, mais vous laissez ouvert. Vous déposez sous le lit, bien avant. Quel côté du lit? Au bord du lit, bien totalement en bas du lit? Totalement en bas du lit. Ah oui. Totalement en bas du lit. Et vous allez voir que ça va attiser votre appétit. Et tout le temps, vous aurez... Ça va vous donner envie de manger dans la chambre. Ça va attiser votre appétit. Donc, c'est ça le miel. Le miel vraiment réalise des choses très bonnes pour la cohésion du couple. C'est ça? Oui. Et bon, avec tout ça, il faut savoir que même la chirurgie plastique, on utilise le miel pour cicatriser les plaies. On utilise le miel pour soigner tout ce qui est plaie. Comment le miel fait de bonnes choses. Le miel fait de bonnes choses. Vive le miel, Alix. Voilà. Au-delà de la chambre, on va peut-être sortir de la chambre elle est déjà sortie, hein. et rester peut-être sur la carnation. Il y a certaines femmes qui disent que le miel, ça noircit.
Voilà, ça noircit quand elle l'utilise comme ça, il faut mélanger à d'autres produits. Est-ce que c'est vrai? On a trop parlé de Bon, c'est pas noirci, ça reconstitue la peau. Sexualité, hein, je pense que la dose est bonne. Retournons dans la chambre, laissez Alice. Non, Alix a déjà parlé de beauté tout à l'heure. Madame, pérennisons le couple en restant jeune. C'est important. Soyons réalistes. Parce que si on n'est pas jeune aussi, on ne peut pas tenir tout ça. Tout ce rythme-là, on ne peut pas. Le couple, c'est dans la chambre. On dit, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir, Alix est déjà belle, les femmes sont belles. Donc la chose, comme on appelle, on sait que le miel, ça rend bon. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne vous a jamais dit ici, c'est que dans la chambre, le miel est... Ça, on peut dire. Mais elle a dit. Elle a dit, mais vous voulez la couper. Non, du tout. Mesdames et messieurs, ça ne se passera pas comme ça. La guerre du miel aura lieu. Alors donc, madame, il faut mettre le miel en bas du lit. Quand on met le miel en bas du lit, ça donne une atmosphère de réconciliation dans la maison. C'est ça. Les gens nous regardent, ils ont besoin de solutions. Donc c'est ça. Vous en mettez des couches de miel, vous? Oui, tout le miel. On va mettre tout le miel. Donc, c'est quel genre de miel on met en bas du lit là? C'est le miel d'acacia, c'est tout sorte de miel. Peu importe le parfum. Peu importe le parfum. En fait, pour faire une publicité de certains arbres chez soi, on dit le miel de temps ou temps est plus propice à telle ou telle maladie. Je pense que tout est bon. Voilà. Du miel de toutes fleurs, ça réunit tout ce qu'il y a comme vertu dans les plantes. Voilà. Donc vous avez, pour une fois, en consommant le miel, vous avez tout à votre disposition. D'accord. Je vais accompagner Marcelin et aller en profondeur. On va pénétrer encore dans l'univers du miel et savoir comment utiliser le miel entre... Vous avez parlé de sous le lit, mais quand vous parlez de lubrifier, comment ça se passe? C'est l'homme qui l'utilise ou c'est la femme? Comment ça se passe? On va dire tout tant qu'on y est. Allons-y. Les deux personnes peuvent l'utiliser. Et comment, précisément? Le miel se conjugue à deux. Oui. C'est-à-dire, je mets un peu sur le visage, sur la tête, sur la peau, sur toutes les... par exemple, les femmes, à un certain âge, au niveau de la ménopause, elles ont besoin de beaucoup de miel aussi. Vous conseillez ça comment? Expliquez-nous. Voilà. À un certain âge, avec la ménopause, vous avez des problèmes nerveux. Même de sécheresse, hein? Oui, de sécheresse. Voilà, voilà, de sécheresse intime. Donc, on vous conseille d'utiliser le miel. D'aucuns parleraient du parfum, mais je suis désolée que l'ail est du parfum, ou bien le camembert est du parfum, mais le parfum du miel, c'est le parfum du miel. Donc, comme je vous disais, c'est bien, avant d'avoir des rapports, d'utiliser le miel. Ça va lubrifier, mais il faut dire qu'avec le frottement, vous allez sentir une certaine chaleur et un effet de ventouse qui fait qu'on a toujours de l'énergie à revendre. Voilà un produit, quand vous le consommez le matin, il n'a pas les mêmes vertus que quand vous le consommez le soir. Le matin, vous consommez le miel, vous débordez d'énergie pour vaquer à vos activités. Et le soir, ça vous apaise. Mais le soir, ça vous apaise. Et vous n'avez pas de problème de constipation. C'est vrai. Vous vous reposez mieux. Je confirme. Alors, ce que vous avez envoyé là, c'est quel genre de miel? Parce que vous avez venu avec... C'est du miel toute fleur. Ça s'appelle le miel toute fleur. Oui, toute fleur. C'est-à-dire des savanes de la Côte d'Ivoire. Voilà, je dis du miel toute fleur. Quelle est sa particularité particulière? Bon, ce miel, il est riche, de sorte qu'on ne l'a pas orienté. Ce sont les abeilles naturelles. Parce que vous voyez un peu les abeilles, avec les pucules, le venin qui fait mal et tout ça. Comment on peut canaliser les abeilles à les imposer une seule fleur pour dire, vous les abeilles, vous restez ici pour consommer que cette fleur, pour qu'à la suite, on dise que c'est du miel de tel parfum. On discipline les abeilles. Voilà, c'est ceux qui font l'élevage d'abeilles. Donc, je peux dire que c'est artificiel, qui les concentre dans un lieu. À partir de ce moment, les abeilles ne sont plus comme les abeilles nature. Elles sont téléguidées. Voilà. Les vraies abeilles vont un peu partout. Elles vont sur toutes les fleurs et elles vont chercher tout ce qu'il y a de riche pour l'être humain, autant que pour elles-mêmes aussi, les abeilles, parce que le miel, c'est pour leur propre consommation, c'est nous qui partons voler. Mais pour revenir sur la question de madame, quand on dit que le miel noircit, non, le miel vous permet de conserver votre teint naturel. Si vous n'avez pas eu à utiliser des produits qui détériorent la peau, vous ne pouvez pas dire que le miel noircit. Il vous ramène à votre carnation. Voilà, il vous ramène à la vraie couleur de votre peau. Donc, si vous avez l'habitude de vous le miel va révéler la vérité. Le miel va vous ramener à votre base. Voilà, ça va rendre votre peau riche. Donc, le miel est un révélateur de vrai teint. Voilà. C'est en cela qu'il est bon, c'est qu'il est naturel. Voilà, donc quand vous utilisez trop des produits des produits décapants, peut-être de temps en temps, il faut revenir au miel comme un hydratant qui va réenrichir votre peau. Voilà, et c'est un exemple, madame, j'aimerais avoir un exemple de masque avec du miel.
quand on veut faire par exemple des masques avec du miel, quels sont les additifs, quels sont les apports, quelles sont les choses qu'on peut ajouter qui vont avec le miel? Voilà, il y a plusieurs recettes et moi je vous conseille surtout de mettre du curcuma dedans. D'accord. Voilà. Ensuite? Voilà, ça donne une très bonne peau, une très belle couleur. J'ai testé, c'est ce que moi je vais. Oui. Voilà. Vous pouvez ajouter aussi du citron. Du citron dans le miel. Voilà. Et comme je parlais de l'autre, vous pouvez prendre du miel, la poudre de gingembre et puis la poudre de poivre. Voilà, même des canettes, tout ça. Attendez, moi je note curcuma, citron, gingembre et puis poivre. Non, avec le poivre et le curcuma, c'est pour booster l'énergie, comme je disais tantôt. Vous voyez, les sportifs, quand ils prennent des comprimés pour avoir plus d'énergie, ils peuvent être testés positifs. En cas de contrôle de dopage. En cas de contrôle de dopage. Mais quand vous prenez le miel, ça booste l'énergie, mais vous n'êtes pas contrôlé positif. Parce que c'est des apports naturels. C'est des apports naturels. Il n'y a pas de produits stéroïdiens, tout ça. Il n'y a pas de produits dedans qui peuvent fausser les calculs au niveau des contrôles antidopage. Voilà. Et le miel est le troisième âge, madame? Le miel est le troisième âge, ça permet de conserver votre énergie, ça permet de garder la mémoire parce qu'à un certain âge, on peut avoir des troubles de mémoire. Le miel, en fait, résout toutes sortes de problèmes, si je peux vous le dire. Donc, on conseille, par exemple, aux gens d'avoir du miel et au bureau, et à la maison, et, je ne sais pas, dans leur environnement. Parce que d'autres personnes iraient plus loin pour dire que le miel, il est protecteur, mais ils peuvent dire que le miel, il est protecteur. Effectivement, le miel est protecteur, mais il faut qu'on l'ait à portée de main. Si vous êtes brûlé, par exemple, par le gaz, mais par de l'huile, tout de suite, vous mettez le miel dessus, ça va régénérer la peau. Et là, on a quelques illustrations de votre univers de travail pour le miel. Vous pouvez nous commenter un peu les images qu'on voit là? Voilà, là, nous sommes à une formation. On a des apiculteurs qui sont venus apprendre à élever les abeilles. Nous utilisons précisément sur cette image la ruche qu'on appelle les lancerottes. C'est la ruche qu'on conseille déjà même aux apiculteurs pour élever les abeilles parce qu'à l'intérieur du lancerotte, on met les grilles à reine qui protègent la qualité de miel, qui gardent la qualité de miel parce que la reine ne peut pas descendre pour y poser des larves. Donc, quand vous partez faire la récolte, vous avez juste le miel à récolter et la reine reste de l'autre côté et toute la colonie reste. La colonie ne va pas déserter. Okay. Par contre, il y a certaines ruches, dès que vous ouvrez, vous avez tout de suite les abeilles. Les abeilles peuvent prendre peur et puis elles peuvent déserter. Alors, tout ce matos-là, comme on dit là, est-ce que c'est onéreux? Est-ce que les apiculteurs ont les moyens d'avoir ça facilement? Malheureusement, non. Malheureusement, non. C'est une activité qui est menée par des paysans en général et ces paysans n'ont pas les moyens pour le faire. On peut estimer ça à combien comme ça, pour que les gens sachent s'ils veulent aider de gens... Une ruche lancerotte va dans l'ordre de 35 à 50 000 francs. Une ruche lancerotte? Lancerotte. Cette ruche qu'on vient de vous présenter à l'écran avec les deux compartiments, mais une ruche avec un seul compartiment qu'on appelle une Kenya, vous avez entre 24 et 25 000 francs. Mais la ruche lancerotte vous permet de produire beaucoup plus parce que vous pouvez poser des roses. Ça, c'est sans les gants, sans la tenue, bien tout, c'est tout compris. C'est seulement la ruche, c'est sans le gant. Oui, en plus, ce gant qui est sur cette image-là, c'est un gant en cuir alimentaire. Voilà, parce que l'abeille produit le miel propre, sain, mais c'est nous, à la récolte, qui allons polluer la récolte du miel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des gants en cuir alimentaire. Ce n'est pas n'importe quel cuir. Il faut avoir du matériel stérilisé pour être sûr que le miel que vous partez récolter, il est bon. Maintenant, il y a la combinaison. La combinaison, vous pouvez prendre un tissu très épais pour le faire, mais il ne faut pas oublier que la récolte se fait la nuit, il fait chaud, on peut avoir très chaud, et puis bon, si on cherche à avoir une aération, c'est sûr que les abeilles aussi vont en profiter pour venir vous piquer. Donc, il faut aussi le casque qui vous permet de respirer et qui vous permet de voir. Voilà. Donc, l'équipement, il coûte cher. On gagnerait à les soutenir, ces apiculteurs, parce que c'est une activité écosystème. C'est grâce aux abeilles que nous conservons tout ce qu'il y a comme écosystème. Une régénérescence naturelle. Voilà. Et ce que les abeilles font comme activité, nous, êtres humains, nous ne pouvons pas le faire. Voilà. Donc, on a intérêt à garder, à conserver les essaims d'abeilles. Tout à l'heure, j'avais vu une image, quand vous présentez le journal, qui dit qu'il y avait la sécheresse. Mais si vous avez les abeilles, vous n'allez jamais avoir de problème de sécheresse.
Voilà, donc quand vous investissez dans cette activité, en plus d'aider l'écosystème, vous permettez aux gens aussi de garder la santé parce qu'on a les vertus dedans. Et aussi, ces personnes qui vont mener cette activité vont pouvoir avoir leur pitance. Donc, ça protège contre la pauvreté. Oui, activité génératrice de revenus. Justement, parlons de votre exploitation. Sur votre exploitation, justement, vous avez combien de cases comme ça et à quelle échelle vous produisez? OK. Sur 1 hectare, nous pouvons déposer jusqu'à 200 ruches. Parce qu'au départ, on appelle des ruches pièges. On va déposer pour essayer de capter les abeilles qui sont dans cet environnement. Donc, dès que vous déposez une ruche, pour 1 hectare, vous pouvez déposer que 4 ruches. Mais après, on rassemble toutes ces ruches-là à un espace bien nettoyé, propre. Et cet espace s'appelle maintenant le rucher. C'est sous forme de, on peut dire, c'est un quartier général pour les abeilles. Donc, si vous avez un espace de 200 hectares, vous pouvez garder, de 1 hectare, vous pouvez garder jusqu'à 200 ruches. Voilà, ça devient le quartier général des abeilles. Elles vont butiner partout et elles viennent se reposer. Alors, là. Madame Kassi, la question qui vient aussi, hein, quand on nous regarde, quand les gens nous regardent, ils veulent qu'on pose cette question-là. Est-ce que le miel made in Côte d'Ivoire, est-ce que le miel 225, est-ce que le miel ivoirien est bon? C'est le meilleur miel. Voilà, parce que nous avons des abeilles qu'on appelle les andansoni qui sont recherchées d'ailleurs par des Chinois, parce que les Chinois vont... Voilà, les abeilles, les Chinois vont jusqu'à récolter le venin d'abeilles pour soigner tous les problèmes des nerfs. C'est à partir de là qu'est née l'acupuncture. Voilà, c'est-à-dire ce sont les piqûres. En principe, vous devez être dans une salle avec des piqûres d'abeilles et puis vous allez guérir. Donc quand vous avez un nerf qui est défaillant, avec le venin d'abeille, vous allez reconstituer ce qui était défaillant dans le nerf et vous pouvez mieux marcher. Donc, nous, on a les abeilles sauvages. Ce sont les abeilles que Dieu a descendues. On a les abeilles sauvages. Aller élever des abeilles, créer des reines et autres choses, à partir du moment où vous commencez à donner la nourriture aux abeilles, ce n'est pas sûr que vous ayez un produit potable. C'est pour cela que nous, on va jusque dire que notre miel n'a pas de durée de vie. C'est-à-dire, tout le temps, le miel, il est bon chez nous. Mais quand vous commencez à donner à manger, quand vous commencez à soigner... À les domestiquer. Voilà, à les domestiquer, ce n'est pas évident que le produit soit potable. Ça biaise la chose. Oui, la nature a été interrompue, donc on n'a plus il n'y a plus ce côté naturel-là. Ouais. Alors, mais madame, moi, la question aussi, quand vous voyez les abeilles, vous n'avez pas toutes ces combinaisons-là. Vous êtes dans la rue, les abeilles viennent vers vous. Quelles sont les précautions à prendre, pratiques aussi? Comment on met? Qu'est-ce qu'on met sur nous? Comment on fuit? Comment on fait? Quand vous vous parfumez, voilà, les abeilles peuvent vous poursuivre. Parce que pour les abeilles, ce parfum, ça doit être une fleur. Donc voilà. Elle se laisse séduire. Elle se laisse séduire. Donc si on va vous voir dans votre coin là-bas, on ne doit pas être trop parfumé. On ne met pas même déodorant même. On met voilà, c'est votre parfum naturel. L'abeille saura que c'est votre parfum naturel. Donc on ne se parfume pas. Quand on voit les abeilles, on n'a pas à les provoquer. Vous voyez les abeilles, vous passez simplement... Elles sont menaçantes, voilà, les abeilles. Parce que les abeilles sont bien éduquées, je vous dis. Les abeilles ont une organisation meilleure que l'organisation même humaine. Donc on n'a pas à provoquer les abeilles. Mais quand vous voyez les abeilles, et si vous avez un mauvais esprit aussi, c'est sûr que les abeilles vont vous poursuivre. Oui, je vous assure. Donc ceux qui sont poursuivis par les abeilles, ce sont les gens qui sont mauvais. On doit faire attention à mais le fait d'avoir déjà peur... Il y a des endroits où les abeilles ne doivent pas venir, quoi. Sinon il n'y aura plus personne là-bas. Voilà, le fait d'avoir peur déjà, les abeilles savent que vous avez peur. Et puis vous voulez soit les frapper, les tuer. Il ne faut pas les agresser. Voilà, l'abeille cherche à se défendre comme un être humain d'ailleurs. D'accord. En tout cas, franchement, on en a appris beaucoup sur les abeilles. Les abeilles sont voilà, les amis des humains. Et le miel, c'est plus particulièrement les amis des couples. Merci en tout cas à Madame Kassi pour toutes ces informations. La consommer du miel, mettez de miel tout simplement dans votre vie. En bas du lit. On a eu toutes les instructions. Le miel aussi de la télé, ça s'appelle? C'est la publicité. C'est parti. Bonjour 2020. Bonjour 2020 Abidjan, 2 dates. Bonjour 2020 Abidjan, 2 spectacles. Bonjour 2020 Abidjan, 1 lieu. Palais de la Culture de Trècheville, salle à Noumambou. Bonjour le Classico Aller, vendredi 27 décembre. Bonjour le Classico Retour, samedi 28 décembre. Bonjour depuis 13 ans. Bonjour, un concept RTI.
Nous sommes de retour pour développer l'actualité internationale. Merci de nous suivre. Aux États-Unis, la Chambre des représentants, dominée par les démocrates, s'est prononcée en faveur de la destitution du président américain Donald Trump pour abus de pouvoir. Il appartient désormais au Sénat de juger Donald Trump. Sans doute en janvier, les républicains qui contrôlent la Chambre haute ont la ferme intention d'acquitter leur président. Le Parlement européen a remis hier le prix Sakharov 2019 des droits de l'homme à l'intellectuel ouïghour Ilan Tohti, condamné en septembre 2014 à la prison à vie en Chine pour séparatisme. Il n'a pas assisté à la cérémonie à Strasbourg. Le professeur d'économie originaire de Sichuan est un défenseur des droits de la minorité ouïghour. Huawei, géant des télécoms, géant chinois des télécoms proscrit par Washington, essaie de convaincre les pays européens avant le déploiement des premiers réseaux 5G. Son président, directeur général Liang Hua, pense à établir une usine en Europe et se veut rassurant sur la sécurisation des réseaux. Le télescope spatial CHIOPS a quitté la Terre hier après un report du lancement la veille pour gagner son poste d'observation des exoplanètes et tenter de gravir une marche supplémentaire dans la compréhension de l'origine de la vie. Près de 4000 exoplanètes orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil ont été détectées. Au Pakistan, les partisans de Pervez Musharraf et de son parti All Pakistan Muslim League manifestent pour montrer leur soutien à l'ancien président et général condamné à mort par contumace mardi pour haute trahison. Une vague de chaleur sans précédent s'est abattue sur l'Australie, faisant du mardi 17 décembre 2019 la journée la plus chaude de l'histoire du pays depuis le début des relevés, avec une moyenne nationale de 40,9 degrés Celsius, de quoi aggraver les incendies qui dévorent des hectares de forêt depuis des semaines. Quittons la chaleur pour la fraîcheur qu'inspire Noël, porté par le succès de ses boules de Noël et par un vaste projet de rénovation de son site. La verrerie de Menzental en Moselle s'attache à redonner vie à une région désindustrialisée, ancien haut lieu de l'art verrier. Depuis 20 ans, donc, c'est un rituel. À chaque fin d'année, la verrerie Lorraine propose aux amateurs de design une nouvelle boule de Noël dont la création est confiée à des designers français ou étrangers. Merci de votre attention. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci infiniment, très cher Régis. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir le lundi, parce que demain, ce sera le tour de notre très cher Abdoulaye Koné, alias Mr. Friday. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. C'est la dernière ligne droite maintenant de notre émission. Nous avons le plaisir de recevoir une personne érudite pour nous parler d'un thème d'actualité, un thème très important, les bilans de santé, les analyses médicales. Et sur ce plateau, nous avons le professeur Koulibaly Founzégué. Avec lui, nous allons aborder ce sujet. Il est maître de conférence. Il est donc chargé il est enseignant-chercheur, bien sûr, à l'UFR Biosciences à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et donc, vous savez que c'est the right man and the right place avec qui nous allons parler juste après ça. Effectivement, c'est la bonne personne aujourd'hui que nous avons invitée pour parler de ce sujet très important, à savoir l'analyse médicale et ses enjeux. Bonjour professeur. Bonjour. On va démarrer par les définitions d'usage, à savoir le principe des analyses biologiques. Bon, je dois vous dire d'abord merci de m'inviter à cette émission qui me permet d'apporter quelques éléments d'information sur les analyses biologiques. Alors, pourquoi des analyses biologiques? Vous aviez un véhicule, vous faites la visite médicale, mais vous aussi, vous devez aussi faire la visite médicale de votre corps. C'est pour ça qu'il est important de faire les analyses médicales. Ça, c'est un premier volet.
vous aviez aussi des personnes qui souffrent de certaines pathologies. Ils vont voir le médecin qui va leur demander de faire des analyses médicales. Vous avez aussi toute une kyrielle de possibilités ou de probabilités qui devraient vous emmener à faire aussi des analyses médicales. C'est cela. Alors, professeur, dites-nous, les origines de la biologie, ça remonte à quand? C'est lointain, ça. Ça remonte à la nuit des temps. Si vous voyez les Égyptiens ou bien les Incas, qui soignaient les gens par certaines techniques, on parlait de sorcellerie, des incantations et tout ça, ils utilisaient bien évidemment des principes biologiques. Parce que la biologie, c'est la science de la vie. Oui. Alors, si on remonte à ces origines-là, vous verrez qu'il y a eu des évolutions au point où, avec la médecine occidentale, on a eu à traiter la médecine de façon chirurgicale. Vous souffrez de quelque chose, on intervient de façon chirurgicale. Ou bien on donnait des médicaments, c'était le cas de la pharmacie. Et puis après, vous avez vu la biologie intervenir avec des illustres personnalités. Je vais citer quelques-unes, ou bien un particulièrement qui m'a beaucoup édifié. Louis Pasteur. Louis Pasteur, parce que quand il y avait des épidémies, la population était décimée. Parce que, tout simplement, nous avions des germes. Ces germes-là, on ne connaissait pas les origines, ou bien on avait un avis sur ces origines. Et l'intervention de Louis Pasteur a permis de connaître au moins ce que c'est ces germes et évoluer dans la biologie. Il en est de même aussi pour les groupages sanguins. Donc c'est tout récent la biologie. Elle fait partie des disciplines qui se sont arrimées à la santé et qui, de plus en plus, a une expansion qui dépasse nos entendements. Les activités de biologie de demain, nous ne le savons pas. Elles sont vastes. Aujourd'hui, on parlerait dans la biologie de biochimie, d'hématologie, de bactériologie, d'immunologie, mais il y a aussi la bioinformatique, la biomécanique, qui ont une place de plus en plus importante dans les activités de santé. Alors, ce domaine-là touche à plusieurs univers. Là, vous nous avez bien situé sur l'importance et la nécessité de la biologie. Aujourd'hui, on pourrait faire un rapport entre la biologie et les autres domaines de la santé et faire un petit état des lieux quand même. C'est très important parce qu'un médecin qui vous consulte, il a un avis, il a une idée sur ce que vous aviez, mais pour se conforter dans sa position, il sera amené à vous demander de faire des analyses médicales. Et quand vous allez faire ces analyses médicales, vous allez lui apporter cela, ça le reconforte dans sa position. Et ça touche tous les domaines, tous les domaines, même les domaines auxquels vous ne vous attendez pas. C'est-à-dire que le champ donc, de la biologie est très très vaste. La biologie, c'est notre quotidien, c'est notre vie, c'est tous les jours. Honneur donc à Louis Pasteur et à tous ses descendants. Alors, pourquoi on demande des analyses concrètement? C'est ce que je vous disais tout de suite. Oui. Je veux dire, par exemple, à un cas, le cas d'aujourd'hui n'est pas le cas de demain, vous avez dit, c'est vaste. Par exemple, on demande des analyses à X, alors que d'autres, on pourrait s'en passer. Pourquoi? C'est certainement l'avis du médecin qui est le seul décideur. Mais quand il constate qu'il y a un certain nombre d'éléments importants qui devraient lui permettre de prendre une décision, il va vous demander de faire des examens. Quels éléments concrètement? Mais ça dépend de lui, parce que les maladies sont multiformes, multivariées. Une maladie psychiatrique n'a pas le même traitement qu'une maladie clinique. Voyez-vous, on ne traiterait pas deux personnes, des jumeaux, de la même façon, bien qu'ils aient la même pathologie. Voilà. Professeur, à ce niveau-là, et dans tout ce que vous venez de nous expliquer, comment le téléspectateur, il se dit, quand je vais voir un médecin, on suppose qu'il va nous faire un diagnostic, et de ce diagnostic-là va découler peut-être une ordonnance. Comment on fait qu'intervient pour, en tout cas, apporter toujours faire écho à ce que Marcelin vient de demander? Pourquoi spécifiquement les analyses? Je vais vous prendre un cas très simple pour illustrer ma pensée. Vous voyez, quand vous allez dans certaines structures hospitalières, vous avez un malade, il est alité, on va lui demander de faire des examens.
les parents qui sont là viennent, disent, on n'a rien donné et puis on demande de faire examen. Mais c'est ces examens-là qui devront permettre d'orienter le malade, d'orienter ce que l'on traite. Parce que je vais vous dire des choses qui sont ahurissantes. Vous aviez une maladie, tout le monde la connaît, le paludisme. Mais il y a différentes formes de paludisme. La façon dont on va traiter une forme ne sera pas la même façon qu'on traitera l'autre forme. On est obligé, le médecin est obligé de savoir c'est quelle forme. Alors, une question. Vous avez parlé de visite technique par rapport au véhicule. Ça, c'est au moins une fois l'an. Et concernant la visite technique, entre guillemets, humaine, on fait ça à quelle fréquence? Vous devriez d'abord consulter votre médecin, parce que chacun a un médecin, en fonction de ce que vous aviez. Ce n'est pas le cas en Afrique, hein, ce n'est pas forcément ça. Hein. C'est ce qui devrait être fait. Voilà, ce qui devrait. Vous devrez avoir votre médecin, en fonction du suivi quotidien, il vous dira la périodicité de vos bilans. Mais il est important que chaque citoyen fasse un bilan par an. Il est très important. Quand vous avez un certain âge, il est même conseillé de faire 2 fois le bilan. Alors, quand on commence à être sectagénaire, il est important de le faire. D'accord. Alors, professeur, on comprend bien que le biologiste il est à équidistance de toutes les autres formes de sciences. Et on voudrait vraiment pénétrer dans votre univers et se dire, en fonction d'une médecine en particulier, quelles seraient les analyses à préconiser? Vous êtes au milieu, au cœur. On est au cœur. Ben oui. En fonction de la spécialité, vous avez des examens à faire. Mais je dois vous dire que la biologie étant multiforme, il y a des spécialités. Le biologiste ne peut pas tout faire. Il est spécialisé en 1, 2, 3, mais il ne peut pas tout faire. À un certain moment donné de son activité, fut-il l'expert, il est quelquefois amené à demander l'avis d'un confrère. Tout à fait. Bien que ce soit la même spécialité. Ça, c'est un des faits. Il y a aussi un aspect qui est très important, c'est le fait que quand on fait des examens biologiques, le prélèvement doit être conservé. Et la Côte d'Ivoire a une biobanque régionale qui permet de conserver tous les échantillons. Ça, c'est à l'honneur de ma patronne. Voilà. Je ne peux pas citer. Ok, alors dites-nous, on va prendre étape cas par cas, Alix. Par exemple, il y a le sang, il y a peut-être la salive, il y a l'urine, il y a les selles. On va prendre étape par étape. Au niveau du sang, quels sont les examens qui reviennent le plus fréquemment possible? Bon, en fonction de la spécialité, vous prenez quelqu'un qui souffre du diabète, on va vous demander de faire la glycémie. D'accord. On va vous demander de faire d'autres examens beaucoup plus compliqués. Lesquels? Vous avez l'hyperglycémie provoquée. Vous aviez aussi l'hémoglobine glyquée. Leucocyte. Pardon? On parle de leucocyte, il y a beaucoup de choses. Non, leucocyte, c'est à partir de la numération formule sanguine, quand la personne présente une anémie ou bien présente une infection particulière en ce moment, on fera la numération formule sanguine pour évaluer le nombre de leucocytes présents et la ségrégation de ces leucocytes-là, pour voir quelle est la forme dominante qui permettrait d'orienter l'infection. Alors, professeur, on est très intéressé sur ce que vous nous dites là et on aimerait savoir l'état d'avancement parce que vous nous avez parlé de l'origine, depuis la nuit des temps. Il y avait sûrement un processus, un mécanisme pour l'analyse. Aujourd'hui, on tend à quoi? C'est bien vaste. C'est bien vaste puisque quand vous prenez des examens aujourd'hui, ne soyez pas surpris que ces examens soient dépassés demain. Avant, on dosait juste la glycémie. Bon, aujourd'hui, on fait l'hyperglycémie provoquée, l'hémoglobine glyquée. Ça, c'est au niveau de la diabétologie.
Avant, on va vous regarder juste, vous êtes anémié, mais aujourd'hui, on va voir quelle est la forme d'anémie que vous aviez. Avant, on va vous dire, bon, il est infecté par tel germe. Aujourd'hui, on voit d'abord le germe, on voit aussi l'antibiotique pour ce germe. Bon, vous voyez, c'est vaste. Professeur, tout à l'heure, on était dans la nomenclature du sang, les sels, tout ça. Bon, on va revenir peut-être après, mais quand surviennent les erreurs, par exemple, vous avez dit que le médecin ou bien le spécialiste doit avoir l'humilité de confronter peut-être ce qu'il a ou bien de demander. Alors, quand il y a des erreurs comme ça, quand on tombe sur des médecins ou bien des spécialistes peut-être qui n'ont pas consulté, qui ont eu peut-être trop confiance, comment on fait? Vous, en tant que l'homme rodé, comment on fait pour baliser, minimiser le plus possible les erreurs de diagnostic et les erreurs d'analyse? Bon, vous savez, pour réaliser des examens de laboratoire, il faut d'abord être dans un laboratoire de référence. Homologué, assermenté. Dans un laboratoire de référence. Je dis bien un laboratoire de référence avec des ressources humaines compétentes, des équipements compétents. Équipement, oui. Alors, si vous aviez ces éléments-là, il peut y arriver. Mais il faut avoir la délicatesse de rattraper ça assez rapidement. Et comment le faire? Très bien. Mais vous aviez des moyens de contrôle. Quand vous aviez un équipement qui vous donne un résultat, il faut d'abord calibrer l'appareil. L'appareil est calibré et vous sort des résultats. Vous avez aussi des contrôles que vous réalisez de façon permanente. Le médecin ou bien le praticien peut s'apercevoir que ce qu'il a dit n'est pas conforme, ce qu'il a demandé n'est pas conforme à ce que vous lui donnez comme résultat. Il faut avoir l'humilité de reprendre et de le confronter à un collaborateur à côté, un laboratoire à côté, pour voir si ce qui est dit, si ce qui est dit est juste. En ce moment-là, si ce n'est pas juste, avoir l'humilité de rappeler le collègue, le praticien, pour dire non, j'avais trouvé ça. Après contrôle chez tel confrère, voici ce que j'ai trouvé. Voilà. Alors, au niveau de la médecine du travail, quels sont les enjeux des analyses médicales au niveau de la médecine du travail? Ça fait partie d'une spécialité. La médecine du travail, ça fait partie d'une spécialité médicale. Les médecins du travail pourront vous donner... Mais vous, en tant que professeur dans le monde du travail, quel est le rôle, l'enjeu des analyses médicales au travail? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'au niveau des ressources humaines, on doit impliquer de plus en plus d'analyses? Cela dépend de l'activité que le médecin du travail exerce dans le service. Ça dépend de l'activité du service. Une société où on travaillerait sur les produits chimiques n'aura pas le même bilan qu'une société où on fait de la bureaucratie. Très bien. D'accord. Alors, professeur... Et ça dépend, oui, ça dépend du médecin qui officie dans la structure. D'accord. Et qui est censé savoir un peu l'état de santé de tous ces employés-là. Alors, professeur, j'aimerais revenir sur les pratiques depuis, on va dire, la genèse de la biologie jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on tente à informatiser tout. Donc, ce n'est pas des analyses qui vont se faire de manière manuelle, c'est plus technologique. Vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Oui, et ça s'impose à tout le monde. Ça s'impose à tout le monde. Vous sortez d'un équipement. Avant, vous avez des appareils qui faisaient les analyses une par une. Maintenant, vous avez des automates. Vous placez l'échantillon, il vous sort les résultats. Vous aviez pour certaines activités. Mais de plus en plus, nous avons besoin de l'informatique qui permettrait, à partir de résultats exprimés par la machine, bien évidemment calibrés, contrôlés et tout ça, nous sortons des résultats qui sont directement imprimés, affichés sur la feuille d'impression ou encore envoyés directement chez le médecin praticien. Nous avons toute une sorte de technologie qui nous accompagne dedans. À quel moment on dit par exemple que c'est une bonne analyse? À quel moment? Je vous vois sourire, j'imagine. Oui. À quel moment on se dit, bon, oui, quels que soient les résultats, on se dit, oui, ce praticien-là, c'était une très très bonne analyse médicale. Dès lors que nous avons passé toutes les étapes, pré-analytique, analytique et post-analytique. Ça veut dire quoi pour celui qui nous regarde? Pour celui qui nous regarde, bien évidemment, c'est juste le fait qu'avant l'analyse, nous avons un ensemble
de procédures qui doivent être mises en place. Au cours de l'analyse, nous avons un ensemble de procédures qui doivent aussi être exécutées. Et ensuite, post-analytique, un ensemble de procédures qui doivent être exécutées. Dès lors que vous avez les 3 éléments qui sont fondamentaux au niveau de la réalisation d'un examen, nous pouvons considérer que cela est très bien. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez développé le fait de l'évolution de la technologie. On serait plus enclin à faire confiance à la machine plutôt qu'à l'homme? Non. La machine, c'est les hommes qui la programment. Il peut y avoir des erreurs. Nous pouvons constater des erreurs, mais nous avons des outils pour constater que c'est une erreur. Mais même dans des endroits, dans des pays super développés, j'ai encore souvenance quand je préparais cette émission de la chanteuse Kylie Minogue qui avant un tour, avant un concert, une série de concerts, a fait des examens, mais vraiment dans un hôpital américain très, très réputé, mais qui n'a pas détecté son cancer, alors qu'ils ont fait tous les examens. Bon, le cancer... C'est particulier. C'est particulier. Nous avons tous un cancer. Ah oui. Il y a des gens qui vivent avec plusieurs cancers. Mais il y a des techniques biologiques aujourd'hui qui permettent de détecter au stade moléculaire de façon précoce le cancer. Maintenant, quand on l'a détecté, comment on le traite, ça c'est autre chose. Il faut le bon praticien. Sinon, il y a une kyrielle de cancers qui sont détectés de façon précoce au niveau de la biologie. Alors, professeur, il y a des maladies, des pathologies qui passent sous silence de l'analyse, qu'on ne trouve pas? Oui, ça peut Parce que ça existe, hein. On a fait tous les examens, mais on n'a rien trouvé. Ça et fait puis, partie bon, le malade, ça peut arriver, mais je voudrais plutôt aborder le fait qu'il y a ce qu'on appelle des maladies rares. C'est-à-dire, sur une population importante, il y a peut-être un cas. Hein, et nous sommes obligés de nous pencher dessus pour voir ce qui a lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, en Côte d'Ivoire, notre plateau technique, sous votre houlette là, permet vraiment de déceler le plus possible et la certification, est-ce que c'est fiable à 100%? Oui, est-ce qu'on a un plateau technique vraiment digne de ce nom qui peut rassurer les Ivoiriens ici ce matin, pour dire que si vous faites vos analyses ici, vraiment la probabilité pour que ce soit vérifié à 100%, voilà. Est-ce qu'il y a des normes, il y a des certifications? Oui, il y a des normes. En matière de biologie, il y a des normes. Depuis la conception de l'établissement, la construction de l'établissement, il y a des normes. L'équipement, il y a des normes. Les ressources humaines, il y a des normes. Tout est pratiquement normalisé. Pourquoi les gens vont toujours à l'étranger? Oui, avant, on allait à l'étranger. J'avoue que de moins en moins, nous partons à l'étranger pour le faire. De moins en moins, en matière d'analyse biologique. Je pratiquais dans un établissement et j'ai fait des analyses. Ils ont pris ces analyses, ils ont envoyé à l'extérieur, on a trouvé les mêmes résultats. Souvent, quand on trouve les mêmes résultats, ou bien quand ils font des examens à l'extérieur, ils nous ramènent ça dans nos laboratoires. Et quand on trouve les mêmes résultats, on n'en parle pas. C'est quand il y a des différences, ça devient un tabou. Est-ce que c'est nous qui avons fait l'erreur ou bien c'est eux qui ont fait l'erreur? Quelquefois, il faut se poser cette question. Alors, professeur, là, vous parlez de la pertinence des résultats qui sont trouvés. Marcelin parlait du plateau technique. Généralement, quand on parle de plateau technique, on se concentre un peu sur Abidjan, mais la décentralisation au niveau du territoire, comment c'est organisé? Il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits au niveau national pour que ce soit comblé. Il y a des efforts. Lesquels efforts? Pour assurer davantage ceux qui sont à Bloléquin, à Gagnois et autres? Vous saviez que beaucoup de ministères travaillent dessus et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Nous ne sommes pas dans les entrailles des ministères pour comprendre ça. Nous parlons aujourd'hui de l'activité de biologie pour que le grand public sache que quand on vous demande des examens de laboratoire, il faut les faire. Absolument. Quelquefois, faire ces examens de laboratoire nous donne un certain nombre d'éléments pour économiser.
Donc il faut le faire, ces examens. Économiser et surtout ne pas inquiéter sa famille, ses parents, ses proches et soi-même vivre en bonne intelligence avec notre corps, notre âme et notre esprit. Merci infiniment à vous, professeur. On a été très très heureux d'être en votre compagnie pour ce dernier couloir de cette émission Matin Bonheur, l'émission qui vous informe, l'émission qui réveille. À demain.